Un réseau est un ensemble d'équipements informatiques reliés entre eux dans une zone géographique bien déterminée. Les objectifs du réseau informatique sont multiples, à savoir le partage des ressources matérielles et logicielles, la communication à distance entre les utilisateurs, ainsi que la centralisation des données pour assurer leur unicité et leur sécurité. Et pour mieux comprendre le fonctionnement et la communication au réseau, deux modèles de référence ont été élaborés. Le premier modèle, c'est le modèle OSI, proposé par l'ISO, et le deuxième modèle, c'est le TCP/IP, proposé par le DoD. Ces deux modèles se présentent sous forme de couches dont chacune propose un ensemble de fonctionnalités bien déterminées. On commence par le modèle OSI qui se compose de 7 couches numérotées du bas vers le haut. La première couche, c'est la couche physique qui a pour objectif de préparer les signaux, les ordonner et les adapter au support de transmission. La deuxième couche, liaison des données, a pour objectif de résoudre les problèmes qu'on peut rencontrer avec la couche physique, ainsi que le contrôle de flux, la synchronisation des trames et la détection des erreurs. La troisième couche est la couche réseau dont l'objectif est de retrouver les routes vers les réseaux et les chemins vers les réseaux distants. La quatrième couche est la couche transport qui permet d'établir, de maintenir et de déterminer la session entre les terminaux ainsi que la segmentation des données et leur multiplexage et démultiplexage. La cinquième couche, c'est la couche session qui permet d'établir les sessions entre les applications et de les maintenir. La sixième couche, c'est la couche présentation qui assure la bonne présentation des données, leur codage, leur cryptage ainsi que leur compression. La dernière couche, c'est la septième couche, la couche application, qui offre une interface entre l'homme et la machine avec des services applicatifs. Pour le deuxième modèle, qui est le modèle TCP/IP, il se compose de 4 couches. La première couche, qui est la couche accès au réseau, regroupe à la fois la couche 1 et 2 du modèle OSI, à savoir la couche physique et la couche liaison aux données. La deuxième couche est la couche réseau, qu'on appelle aussi couche Internet, qui a la même fonctionnalité que la couche 3 du modèle OSI. La troisième couche est la couche transport, qui offre les mêmes fonctionnalités que la couche transport du modèle OSI. Et la dernière couche, c'est la couche application, qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités des 3 dernières couches du modèle OSI. Le modèle TCP/IP est le modèle utilisé en pratique lors des transmissions des données au réseau. Durant une communication, les données seront modifiées en ajoutant les fonctionnalités offertes par chaque couche. Dans la couche application, on parle des données. Dans la couche transport, ce sont les segments si on utilise le protocole TCP ou bien le datagramme si on utilise le protocole UDP. Dans la couche Internet ou réseau, on utilise le terme paquet. Et finalement, dans la couche accès au réseau, on utilise le terme tram. De même pour le modèle OSI, on parle de bits dans la couche physique, dans la couche liaison des données, la tram, dans la couche réseau, ce sont les paquets, et dans la couche transport, ce sont les segments. Si on utilise le TCP, et dans les dernières couches, on utilise les données. Dans cet exemple, on va voir une réponse d'un serveur web sous forme d'une page web. Ces données vont être bien sûr encapsulées en ajoutant l'entête de la couche transport. Dans notre cas, c'est le protocole TCP pour former un segment en TCP. Par la suite, ce segment sera encapsulé en ajoutant les informations de la couche réseau ou Internet. Dans notre cas, ce sont les entêtes IP pour former un paquet IP. Le tout sera encapsulé pour former une trame par la couche d'accès au réseau et puis envoyé sur le support de transmission vers la destination. Ce processus s'appelle processus d'encapsulation. C'est le fait d'ajouter à chaque couche le PDU, Protocol Data Unit, qui représente l'ensemble des fonctionnalités et les protocoles utilisés au niveau de chaque couche. Dans cet exemple, on a un client qui vient de recevoir une page web du serveur et qui va commencer tout d'abord à enlever les entêtes de chaque couche afin de retrouver les données initiales.
Ainsi, il va supprimer le champ de la couche liaison aux données ou bien accès au réseau si on parle du modèle TCP/IP, puis celle de la couche réseau ou Internet, et finalement les en-têtes de la couche transport. On parle ici du protocole TCP pour retrouver les informations envoyées. Ce processus est appelé le processus de décapsulation. C'est le fait d'enlever à chaque fois les en-têtes de chaque couche. En effet, dans cet exemple, on a une communication selon le modèle TCP/IP et on voit bien que le récepteur vient de recevoir une trame. La première tâche, c'est d'enlever les en-têtes de la couche liaison des données ou bien accès au réseau, puis enlever des informations de la couche réseau ou bien Internet, enlever les informations des en-têtes ou le PDU de la couche transport, et finalement retrouver les données envoyées par votre émetteur. Il existe plusieurs types d'architecture de communication en réseau. La première, c'est l'architecture client-serveur, et la deuxième, c'est l'architecture peer-to-peer ou égal à égal. Le modèle client-serveur est particulièrement recommandé pour les réseaux qui nécessitent un gros niveau de fiabilité et de sécurité. De plus, cette architecture facilite l'administration ainsi que la maintenance des bases de données. Avec l'architecture peer-to-peer, il n'y a pas de serveur dédié. Ainsi, n'importe quelle machine peut se comporter à la fois comme étant un serveur et un client. L'inconvénient est le niveau de complexité et de difficulté de maintenance lorsque le nombre de machines augmente. Voici quelques réseaux peer-to-peer. On peut parler de BitTorrent, Direct Connect, eDonkey et Freenet. Certaines applications peer-to-peer sont basées sur le protocole Gnutella qui permet aux utilisateurs de partager des fichiers ainsi que des ressources avec d'autres personnes. L'architecture client-serveur repose sur 3 couches principales, à savoir la couche présentation, traitement et ressources. La première couche présentation permet de présenter les données et de faciliter leur affichage à la sortie vers le client qui demande un service bien particulier. La deuxième couche, traitement ou métier, vise à mettre en œuvre l'ensemble des règles de la logique applicative. De plus, elle décrit les opérations que l'application peut réaliser sur les données en utilisant les requêtes à travers la couche présentation. La troisième couche, c'est la couche de ressources qui correspond aux données de l'application. Avec l'architecture client-serveur, on peut avoir les 3 tiers ou les 3 couches placées ensemble sur un serveur distant appelé mainframe. Ainsi, les clients pourront visualiser les données et les réponses fournies par le serveur. Dans ce cas, on parle d'un client léger. On peut avoir les 3 tiers ou les 3 couches placées ensemble sur le client. De ce fait, on peut parler d'un client autonome, tandis que le serveur n'a qu'un seul rôle et celui de stocker les données. Dans l'architecture de tiers, le corps de l'application est le serveur ayant les 2 couches traitement et ressources, tandis que la couche présentation est placée sur le client qui est considéré comme étant un client lourd. Dans l'architecture 3 tiers, chaque couche est présentée sur une partie à part. Ainsi, on trouve la visualisation sur le client qui devient léger, la couche traitement et accès aux ressources ainsi que la logique de présentation sont placés sur le serveur d'application. Sur le serveur de données, on ne trouve que les ressources pour les applications demandées. De nombreuses applications fonctionnent sur l'architecture client-serveur. Cela signifie que les machines clients contactent un serveur qui leur fournit des services. Ces services sont des programmes qui fournissent les données, les calculeurs, les fichiers, les connexions, etc. Cette communication se fait par l'envoi des requêtes ou des demandes par les clients qui seront traitées par la suite et envoyées par le serveur sous forme de services ou réponses. Pour transporter les informations entre les clients et les serveurs, on utilise comme support bas niveau les sockets qui sont formés par les adresses IP et les numéros de port de la source et de la destination. Et comme support haut niveau, les RPC, qui permettent de faire appel aux applications demandées côté serveur. Ici, dans cet exemple, nous avons un client avec l'adresse IP 192.168.20.1 et qui utilise un numéro de port aléatoire 2345 fourni par le système d'exploitation et qui demande un service à partir du serveur 192.168.20.2 sur le numéro de port destination 80, qui représente un port réservé pour les communications et les services web.
Ces paramètres sont la base de la socket qui va assurer la communication entre ces deux derniers. TCP et UDP sont deux protocoles utilisés dans la couche transport. La première différence entre eux, c'est que le TCP est un protocole orienté connexion, on dit alors que c'est un protocole fiable, alors que UDP c'est un protocole non orienté connexion, on dit alors que c'est un protocole non fiable. En effet, avec le TCP, à chaque envoi de message, le client doit attendre les acquittements du côté du serveur avant de poursuivre la transmission. Alors qu'avec UDP, le serveur reçoit les données sans renvoyer les acquittements. De plus, il n'y a pas de contrôle de flux ni d'erreur sur les données envoyées. Dans cet exemple, on a un client qui cherche à envoyer des données à un serveur de transfert des fichiers distants FTP. Cette communication sera assurée par le protocole TCP. Ainsi, la première opération consiste à découper les données en segments. Dans notre exemple, le nombre de segments est égal à 6. Les 3 premiers segments seront envoyés et il y aura par la suite une attente des acquittements du côté du serveur. Par la suite, le client doit envoyer le reste de la communication et nous allons supposer que ces trames ou ces paquets seront perdus. Ainsi, pas d'acquittement du côté du serveur. Le client devra alors renvoyer encore une fois ces 3 segments vers le serveur et attendre l'acquittement. Dans cet exemple, nous avons une communication entre un client et un serveur TFTP qui sera assurée par le protocole UDP. La première opération consiste à découper les données en des datagrammes et de les transmettre vers le serveur sans établir une connexion. De plus, il n'y aura pas d'attente pour les acquittements des datagrammes envoyés. Avec TCP, même si le segment d'un message particulier peut emprunter différents chemins côté récepteur, ces segments doivent être réordonnés et acquittés. Ceci est différent avec UDP. En effet, les datagrammes d'un message particulier peuvent également emprunter différents chemins. Certains peuvent être perdus ou même reçus en désordre. UDP est utilisé pour les transmissions en temps réel qui demandent une rapidité de transmission et une faible surcharge de liaison sans avoir à transmettre les acquittements ni pour les datagrammes reçus ou perdus. Alors que TCP est utilisé pour les services qui exigent un niveau de fiabilité élevé et un contrôle sur les segments envoyés sans prendre en compte le temps qui peut être un peu lent par rapport à UDP. Les protocoles applicatifs FTP, HTTP, SMTP et SSH utilisent le protocole TCP pour s'assurer de la fiabilité de leurs services. Le protocole TCP doit initialement établir une connexion avant d'envoyer le message vers la destination. Cette phase d'établissement de connexion s'appelle Three-Way Handshake, c'est-à-dire que le client doit initialement demander l'ouverture de canal avec le serveur et le synchroniser en envoyant le 5 et le numéro de séquence. Puis, il doit attendre la réponse du serveur. Une fois qu'il a reçu la combinaison 5 plus l'acquittement, le client s'assure que le serveur est à l'écoute. Donc, il va envoyer l'acquittement pour mettre fin à cette phase et démarrer la phase de transmission des données. Dans cette phase, les machines source et destination peuvent s'échanger les données en s'assurant de leur bonne réception par l'envoi des acquittements. À la fin de la communication, l'une des machines initiales, la phase de fermeture de connexion avec l'envoi de la requête fin et l'attente des acquittements.